Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on peut commencer. Il y a du monde qui va arriver encore. Tout d'abord, merci de votre participation. C'est le deuxième webinaire sur le thème du ligament croisé antérieur, afin de préparer le congrès à venir en octobre 2024. Et le thème ce soir, c'est le LCA+, les gestes associés et la gestion de l'échec. C'est une session cas clinique avec discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et aux différents orateurs. Vous pouvez les poser en direct et on essaiera d'y répondre en direct également. On a la chance d'accueillir un VIP qui sera orateur aux prochaines journées, Étienne Cavaignac, qui est professeur à Toulouse. Étienne, bienvenue et merci d'être présent avec nous ce soir. On a également une équipe de choc avec Elvire Servien, Mathieu Tona, Thomas Néry et Jean-Marie Fayard, notre président de l'association. Donc tout d'abord, bonsoir tout le monde. Et on va passer à une petite question afin de voir si vous arrivez à utiliser le sondage. Où est-ce que vous êtes connecté? D'où est-ce que vous venez? Je vous laisse répondre. France métropolitaine, Dom-Tom, Europe, Afrique du Nord, autres. Voilà, je laisse un peu de temps que tout le monde utilise bien. Ça sera utile pendant le webinaire. Voilà, la majorité ont répondu. Majorité de France métropole. On a quand même pas mal d'Europe, d'Afrique du Nord et diverses. Donc, bienvenue à ce webinaire. Et est-ce que vous pratiquez la chirurgie du ligament croisé? Est-ce que vous en faites très souvent, plus de 150 procédures par an? Réponse B, entre 50 et 150. Réponse C, moins de 50, ce qui est déjà une très belle activité. Rarement, on peut dire moins de 10 procédures par an, ou jamais, quasiment jamais. Réponse E. Voilà, bah, vous voyez, c'est assez divers. Une bonne répartition. La majorité, quand même, pratique environ 50 procédures par an du ligament croisé, qui est très bien. Alors, je vous propose de passer tout de suite au cas numéro 1. Je vais vous décrire ce cas, puis on va en discuter rapidement. Donc, c'est un homme de 55 ans qui vient pour son genou gauche. Motif de consultation, l'instabilité et la douleur. Il a une entorse survenue au tennis sur réception d'un saut avec sensation de blocage et douleur. Cette entorse, elle a eu lieu il y a plusieurs semaines. Il a quand même dans ses antécédents une arthroscopie il y a 20 ans pour une anse de saut. Et à l'interrogatoire, on retrouve quand même des épisodes de dérobement avant cet épisode d'entorse récente. Il est professeur de tennis, il fait du tennis en compétition troisième série. Il est très motivé pour reprendre ce sport. Il a une taille 1m80, 70 kg, pas d'antécédents particuliers. À l'examen, il a une douleur sur le condyle interne, une arthrose, des mobilités tout à fait conservées, un arrêt mou avec un débattement standard, un ressaut noté à une croix, un genou varome asymétrique, comme vous pouvez voir ici sur la photo, c'est lui. Pas de signe de McMurray, cabote, pas de tiroir postérieur, pas de décoaptation à la marche. Voilà. Alors, comme souvent, les patients viennent avec directement avec une IRM et vous avez ces images IRM. Alors, on va faire un petit tour de table déjà sur ces coupes sagittales. Étienne, comme tu es l'invité VIP, je te pose la question en premier. Qu'est-ce que tu vois tout de suite sur ces images? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Très honoré d'être avec vous aujourd'hui et commencer cette session. Qu'est-ce que je vois sur ces coupes? De la gauche à la droite, la première coupe qui passe en regardant ce qui aurait dû être le ligament croisé intérieur semble montrer qu'il est pas de trophicité normale, en tout cas sur l'IRM. Le testing va avec dans cet axe-là. Ce qui passe par le condyle interne montre une lésion cartilagineuse qui est alors plutôt traumatique avec un décollement et probablement pas un miroir, avec un ménisque sur le segment postérieur qui est plutôt de bonne trompicité, un œdème, un épanchement articulaire. Il faut aller voir un peu plus de ménisque parce qu'il a été fait il y a 20 ans sur le ménisque interne. Et un bon rose postérolatéral sur la dernière coupe, témoignant d'un accident d'instabilité récent.
il faut d'autres éléments pour avancer. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Pour- On a des coupes frontales ici. peut-être- Ouais, vas-y, si tu veux. Non, non, mais je connais pas le principe. Chacun son tour. Comment on fait? On peut faire passer la main à peut-être à Mathieu. Allez. Ok, bonjour à tous. Merci également pour l'invitation. Donc, oui, je suis bien d'accord avec tout ce que vient de dire Étienne. Donc, sur les coupes frontales, on a l'impression d'un ménisque peut-être un peu court. Est-ce qu'il y a eu une ménisectomie à l'époque, il y a une vingtaine Oui, il y d'années? a 20 ans. Oui. Ouais, c'est Bon, ça. a priori, une once de Partielle, saut, a priori. partielle, parce qu'il reste quand même un Oui, bon partiel, mur. ouais. Ensuite, la coupe qui est un peu plus postérieure, on voit effectivement un fragment cartilagineux qui a l'air détaché, mobile. Donc peut-être effectivement une lésion post-traumatique. En tout cas, oui, qui peut faire un gros clapet, quoi, c'est l'impression que ça donne. Avec peut-être un cartilage qui est peut-être un petit peu aminci, il faudrait sans doute confirmer ça par des radiographies ou des clichés en charge et peut-être des choses. Et puis, il y a une lésion de la racine du ménisque externe également. On a l'impression sur la dernière frontale que tu nous montres. Voilà. Ménisque Euh, interne? ménisque interne, ouais. J'ai dit externe, non interne, pardon. Ouais, ouais. Ah ouais. Enfin, ou en tout cas une lésion radiaire où tu vois ce qu'on voit là, ça ressemble à une lésion, voilà, de la racine. Donc ça peut être une lésion dégénérative dans le contexte à confronter avec éventuellement s'il y a un pincement sur les choses, ce genre d'information. Yes, exact. Alors, à ce stade, voilà, on a souvent les clichés IRM. Question bête, mais voilà, est-ce que vous demandez des radiographies? Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué. Ou est-ce que généralement ces radios sont pas nécessaires? Déjà, question bête, hein, Thomas, par exemple, est-ce que tu demandes toujours des radiographies pour un croisé? Imaginons une IRM tout à fait normale sur les ménisques, les cartilages. Est-ce que tu demandes toujours des radiographies, toi? Alors oui, moi j'essaye d'en demander systématiquement. Je pense que c'est quand même important pour pouvoir voir s'il y a quand même pas d'anomalie. Alors en première intention, c'est quand même bien d'en avoir en post-traumatique parce que avant l'IRM, ça permet de voir s'il n'y a pas de fracture. Je pense que ça c'est important pour des épisodes d'instabilité. Après, quand on a l'IRM d'abord avant la radiographie, l'intérêt c'est quand même de rechercher des anomalies, des facteurs de risque, des choses qui pourraient changer un petit peu la prise en charge. Et puis, on a quand même au moins une idée du statut arthrosique du patient. Donc oui, on a tendance à en demander systématiquement. Yes. Donc voilà, ça c'est ces radios bilan standard. Jim, je sais pas si tu les vois bien, tu as des commentaires? On a des clichés en charge, en extension de face, la 30 de profil. Il nous manque un chose pour affiner un peu les choses, mais il semblerait qu'il y ait un début de pincement fémoro-tibial interne, en tout cas un remodelé fémoro-tibial interne. C'est des radios en charge, il n'y a pas d'aspect visiblement de translation tibiale antérieure en appui monopodal, si c'est des radios en appui monopodal qui peuvent faire évoquer une pente tibiale excessive, surtout dans le contexte de ménisectomie interne préalable. Voilà, sur ces premiers clichés, pas de fracture de second associée ou d'autres fractures réellement évidentes. Voilà, bon, j'ai pas la pangono, mais pas de varus tibial en tout cas noté. On peut déjà voir quand même sur ces petites radios qu'a priori il n'y a pas de varus tibial et la pente tibiale est de 6 degrés. Pente tibiale postérieure mesurée en prenant l'axe médio-diaphysaire. Après, comme tu l'as dit, effectivement, chez ce patient, je vous invite à mesurer ça. C'est une radio en appui monopodal, en charge. Et c'est intéressant toujours de mesurer cette translation tibiale antérieure en appui monopodal. Et là, on voit qu'effectivement, il n'y a pas du tout de translation en appui monopodal. L'aximétrie, Elvire, comment tu mesures la laxité dans ta pratique? Est-ce que Alors, tu la mesures? les laximétries, on les faisait régulièrement comme ça, des télos à 15 degrés de flexion. Le problème, c'est que souvent, ils sont très mal faits, je trouve. C'est que la cale n'est pas tout à fait mise comme il faut et que c'est très peu reproductible. Et donc, du coup, on a franchement arrêté de les faire parce que c'était vraiment, voilà. Sinon, on les a fait il y a longtemps, pendant longtemps, hein,
en utilisant la différentielle de translation entre le côté sain et le côté touché. Maintenant, on fait du GNRB. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais en tout cas, on fait quand même de l'aximétrie avec le GNRB jusqu'à 150 newtons. Là, tu les trouves mal faites, ces radios? Je pense que... alors, attends, je vais zoomer. On peut zoomer, là. Voilà. Hop. À droite, je pense que je pense qu'il est un petit peu trop haut, le stress. Ah ouais, d'accord. Mais l'expérience montre, pour en avoir fait beaucoup, c'est que tu prends le même patient, tu demandes au Manip Radio d'en faire deux diffs, c'est jamais la même chose, quoi. Donc, puis ça dépend de la contraction du patient. Je sais pas. C'est vrai qu'on a arrêté du coup d'en faire parce qu'ils étaient. Nous, on fait vraiment confiance à ça. Bon, après, on a quand même souvent des belles radios, je trouve, avec les condyles bien superposés. Ça, déjà, c'est Là, c'est important parfait, en effet, ouais. de les avoir bien superposés. Le positionnement de la cale me gênait pas trop. Étienne, toi, tu mesures comment la laxité à Toulouse? Mais j'allais te poser la question sur qu'est-ce que ça t'apporte en plus de ton examen clinique? Qu'est-ce que tu vas mesurer sur la laximétrie? Là, on est très dubitatif. On est dubitatif sur le GNRB, on est dubitatif sur la façon dont c'est fait. Et moi, je suis focalisé sur la mesure clinique donc, que tu fais avec ton Latman, en tout cas ta translation intérieure, mais surtout pour ta stabilité rotatoire, parce que c'est quand même globalement de ça qui se plaignent les patients. Tous ceux qui viennent à la consultation en te disant « je sens mon tibia qui verra à l'avant », c'est quand même des gens qui ont un problème probablement autre que le problème du genou. Donc, il faut analyser ça clairement. Quand tu fais un beau pivot shift, tu te dis, c'est ça que je ressens. Moi, je comprends ce que tu veux mesurer. Je comprends le côté objectif de la mesure avec la laximétrie. Je comprends le côté médico-légal entre guillemets pour faire ça. Mais qu'est-ce que tu vas chercher de plus? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus dans ta prise en charge? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, ça m'apporte déjà t'as un côté pronostic. Quelqu'un qui a un télos à 15 mm et de l'autre 0 à 15 mm de différentiel, tu peux mesurer quand même la laxité et tu vois qu'elle est quand même très importante et le pronostic sera moins bon que quelqu'un qui a une laxité, un différentiel de 5 mm. Voilà. Après, c'est intéressant aussi d'avoir dans la rupture partielle, je trouve. Alors effectivement, il faut que ça soit bien fait. On a des laxités qui sont entre 2 et 5 millimètres, assez minimes. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant pour discriminer un petit peu les laxités, enfin les ruptures partielles fonctionnelles des ruptures partielles qui ne sont pas fonctionnelles. Et dernièrement, mais on va en discuter, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir ces télos à 9 mois post-opératoire pour avoir la valeur un petit peu référence post-opératoire. Car lorsqu'il y a des nouveaux accidents, ça peut permettre de diagnostiquer aussi une détente de la greffe ou une modification, une rupture. Mais voilà, effectivement, c'est à discuter. Mathieu ou Jean-Marie a senti que vous continuez à faire les télos parce que vous l'avez. Est-ce que vous l'utilisez encore ou... Alors moi, je laisserai après répondre Jean-Marie, mais moi personnellement, je les utilise très très peu et je pense que, je voudrais pas me faire trop d'ennemis. Je sais pas s'il y a des radiologues qui sont connectés, mais nous, ils sont quand même très mal faits à Senti. Et c'est sûrement de notre faute parce que je pense que pour avoir des beaux télos comme vous avez là, des condyles parfaitement superposés, tu dois, si c'est pas le cas, redescendre à le manip, refaire jusqu'à ce qu'il remonte avec une radio correcte, chose qu'on n'a jamais vraiment fait. Donc on a laissé passer, si tu veux, des radios, pas de profil parfait, la cale d'encroqueté, ainsi de suite. Donc ça n'a aucune valeur. Et en plus de ça, le radiologue souvent il met le trait un peu pour te faire plaisir, n'importe où. Donc en fait, moi je ne demande plus jamais de télos. Mais parce qu'ils sont mal faits, je le reconnais. Donc nous, on mesure, enfin moi personnellement, je mesure la laxité avec un rollimeter tout bête. Malheureusement, il y en a plus sur le marché, donc il n'y a plus qu'un fabricant au Brésil qui en fabrique. Et ça vaut ce que ça vaut, mais je suis un peu d'accord avec Étienne que c'est surtout effectivement l'instabilité rotatoire qui est plus importante dans l'indication. Mais je suis aussi d'accord avec toi que parfois une laxité différentielle pendant les cas des ruptures partielles ou le suivi de tes genoux, c'est quand même important. Et puis si tu veux évaluer tes résultats ou publier tes résultats, tu as besoin d'une mesure objective du tiroir de toute façon. Ok. Ouais, j'ai juste un Ouais, petit vas-y. commentaire. Moi, je rejoins tout ce qui est dit et je veux juste rebondir. Il y a un commentaire d'un participant qui dit: j'ai essayé un télos sur moi. Le problème, c'est la douleur et les contraplis qui amènent à se contracter, à minimiser la mesure. Moi, j'ai eu des télos parce que je me suis fait 2 croisés. C'est pas une partie de plaisir et je pense qu'il y a bon nombre de patients chez qui l'examen peut être potentiellement faussé. C'est dépendant du manip.
Il y a beaucoup de paramètres qui interfèrent. Ceci étant dit, je pense que on a quand même besoin actuellement d'outils d'évaluation objective de notre laxité, ou en tout cas, et ça fait partie de notre arsenal. Il n'y a pas de truc parfait. Je suis d'accord avec toi, Étienne. Il n'y a pas grand-chose qui est parfait. Nous, on utilise le rollimètre parce qu'on n'a jamais réussi à éduquer nos radiologues à nous faire des trucs corrects. Quand je vois ce que vous arrivez à faire, je suis assez, ne serait-ce que impressionné par la qualité des radios. C'est loin d'être toujours le cas. Alors, vous me croirez ou pas, mais les chousses ne montrent pas de pincement fémorotibial interne en chousse. En tout cas, il n'y a pas d'asymétrie entre le genou droit, le genou gauche. En tout cas, significative. Mais je n'ai pas pu retrouver ces radios que le patient avait faites ailleurs. Donc, que proposez-vous comme geste principal, donc sans parler des ménisques, du cartilage, avec ces informations que vous avez? Est-ce que vous ne l'opérez pas? Est-ce que vous le programmez pour une reconstruction du LCA avec une plastie intra-articulaire isolée? Ou alors avec une plastie antérolatérale, que ça soit une reconstruction du LAL ou une ténodèse. Est-ce que vous allez direct sur une OTV plus ligament croisé ou autre possibilité? Qu'est-ce que tu ferais chez ce patient? Donc, Alors, juste pour revenir un peu sur le cas, quand tu l'as vu en consultation, quelle était finalement sa demande principale? Est-ce que c'était de la douleur? Est-ce que c'était de la les deux, stabilité? instabilité et douleur. Et il a eu des sensations il sent depuis cet accident des sensations de blocage articulaire. Et l'instabilité, il l'avait pas avant Il décrit quand même à l'interrogatoire peut-être des épisodes de dérobement avant. mais il arrivait à jouer au tennis à bon niveau sans trop de difficultés. Ouais, il est prof de tennis et bon, il joue troisième série, mais bon, à 55 ans, c'est très bien d'être en troisième série. Ouais, c'est un cas un peu difficile parce qu'il y a un peu tout qui se mélange. On a plusieurs problématiques en une. On a la problématique de la douleur et la problématique un peu de l'instabilité. Sur la douleur, on peut voir quand même que malgré tout, c'est le patient qui va commencer à faire de l'arthrose, qui va commencer à se dégrader. Il a plus de ménisque interne, il a un gros flap cartilagineux médial qui pose problème hein, quand même. Voilà. Sur le plan d'instabilité, c'est toujours un peu compliqué parce que probablement sa rupture elle est ancienne. On peut même se poser la question si elle date pas d'il y a plus de 20 ans, lorsqu'il s'est fait son once de saut. Enfin, on ne sait pas trop. Et peut-être qu'il a réussi jusqu'à présent à faire sa pratique sans ligament croisé. Je pense que globalement, moi, je discuterai avec lui un petit peu de ce qu'il veut faire par la suite, avec un peu deux possibilités. Si effectivement il peut plus jouer au tennis et qu'il est instable malgré une bonne kinésithérapie avec un renforcement musculaire et qu'il se sent instable, dans ce cas-là, moi, oui, je pense que ça serait assez licite de lui proposer une plastie du LCA, bien évidemment avec une plastie antérolatérale et un geste sur le défect, enfin on va dire le flap cartilagineux du condyle fémoral médial. Est-ce que les lésions dégénératives te poussent à penser qu'il faut pas faire de geste antérolatéral? Ou est-ce que pour toi, c'est pas un problème du tout? Alors non, pas des. En tout cas, je pense que des lésions dégénératives du compartiment fémorotibial médial, ça n'a pas d'importance. On pourrait se poser la question sur des lésions latérales du compartiment fémorotibial latéral. Ou en tout cas, moi, je lui ferais très clairement pas de ténodèse latérale au fascia lata, parce que j'aurais des peurs de risque d'une hypercontrainte. Mais sur une hypercontrainte plutôt médiale, moi en tout cas, sur une plastie au ligament antérolatéral, j'aurais pas tellement de questions à me poser. Toi, tu nous parles du délai. En fait, tu lui fais faire un peu de kiné, puis tu vois après s'il est instable. Cette lésion cartilagineuse qui a l'air quand même relativement fraîche, ça te pousse pas à vouloir y aller plus vite? Et c'est une lésion de la racine ménisque interne. Qu'est-ce que Moi, je suis assez dubitatif. Le mec, il a 55 ans, il joue au tennis, il va te dire qu'il va jouer au tennis. S'il avait dû arrêter le sport, il aurait arrêté le sport avant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Étienne. L'idée, c'est oui, de dire que de toute façon, ce mec,
je pense que avec le niveau sportif qu'il a, je veux dire, la kinésithérapie, on peut considérer qu'il l'a fait quasiment, et que s'il reste instable maintenant, entre guillemets, il le restera. Effectivement, cette lésion du cartilage, elle pousse plutôt à la chirurgie pour aller s'en occuper avant qu'elle dégénère et qu'elle parte complètement. Sur la racine médiale, je serais un peu plus dubitatif parce que globalement, il a eu un antécédent de ménisectomie, ce gars. On ne sait pas si c'est une lésion radiaire, si c'est une lésion vraiment une lésion de racine. Je ne suis pas sûr que, tu vois, au bloc opératoire, euh, on arrive forcément à la réparer, quoi. Autant le geste cartilagineux, ça, je pense que je suis convaincu qu'on puisse faire quelque chose. Autant sur la lésion méniscale, ça reste à voir un peu en live ce qu'on peut faire dessus, quoi. Elvire, un commentaire? Alors, je suis un petit peu embêtée parce que tu as bien dit qu'il y a un génuvarum asymétrique tout de même. Non, non, il est symétrique, comme sur la photo, la Pangono, là. Goniométrie, d'accord, ok. J'ai pas, Excuse-moi. D'accord. je te dis clairement, j'ai pas fait de goniométrie Non, non, puisque, mais il est symétrique. j'étais pas parti pour lui corriger, D'accord. son tibia. Ok, Voilà, mais oui, il est comme ça. ok. J'ai compris Il qu'il est était symétrique. asymétrique au début, d'accord, pardon. Non. C'est la chaussette qui est asymétrique alors, c'est Exactement. c'est le signe de la chaussette. Non, alors plus sérieusement, le cartilage, il a 55 ans, de toute façon, et c'est pas une lésion osteochondrale, c'est une lésion chondrale, il a plus de 55 ans, donc on pourra pas le refixer, ça c'est sûr, hein, c'est mort. C'est pas une indication de greffe de cartilage, puisque au-delà de 55 ans, c'est pas une indication, une mosaïcoplastie. Donc malheureusement, pour le cartilage, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait faire, à part lui enlever le clapet, quoi. Voilà, je te remets, comme Parce je te que- vois lancer sur le cartilage, donc tu vois, la lésion mesure à peu près à 17 mm sur Ouais. 12. Ouais. Mais il a 55 ans, donc on est au-delà des indications de mosaïcoplastie, hein, normalement. Après, on peut pousser les indications, il y a 55 ans et 55 ans, hein, l'âge physiologique. Mais en tout cas, la mosaïcoplastie, normalement, on peut pas, c'est pas dans les recommandations. L'allographie osteochondrale non plus, parce que, et la microfracture, ben, on sait que ça marche pas très très bien, hein. Normalement, on fait plus trop de microfractures, les microfractures plus, à la rigueur. Voilà. Après, est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là un traitement de cartilage associé à une osteotomie pour protéger le compartiment interne? Et je pense que l'osteotomie, là, peut-être, elle aurait un intérêt pour le vagiser, pour protéger de façon ce compartiment interne qui, de toute façon, à 55 ans, va pas aller bien, associé à une greffe du LCA. Alors, type de greffe, ça, je dirais que c'est pas le problème. Et je ferais, moi, du coup, vu cette lésion, j'essaierais de le convaincre de faire greffe du LCA, ostéotomie, en le valgisant, parce que par rapport au cartilage, en le mettant à 82, 83, et je ferai pas du coup de geste antérolatéral du fait de l'ostéotomie. Jean-Marie, est-ce que tu ferais une ostéotomie chez ce patient en considérant qu'il n'a pas de varus tibial, il n'a pas de varus constitutionnel vraiment significatif? Ça se voyait quand même pas mal sur la vue de face en appui monopodal. Il a un tibia à 84, donc c'est ça, hein, d'après ce que tu as dit. La pente était, c'est pas c'est pas le MPT, hein, c'est la pente. Globalement, c'est des patients qui vont pas très bien sur des plasties du LCA isolé avec un geste cartilagineux. Alors, il a une séquelle de il a une ménisectomie interne préalable. C'est un patient et on va falloir y revenir. Il a l'air d'être très demandeur. Moi, je serais plutôt partisan, comme Elvire, de voir la faisabilité d'un geste d'ostéotomie de normocorrection. Faut pas lui coller l'obliquité de l'internine, mais on a peut-être un petit peu de marge de manœuvre en lui faisant une petite ostéotomie associée à sa greffe du LCA. Ok. Bon, ça c'est la lésion cartilagineuse. Vue arthroscopique, donc résection du clapet qui était complètement instable, hein, sans agrandir la lésion, et on voit effectivement que c'est une lésion assez récente quand même. Je sais, là on verra mieux peut-être après. Bon, au niveau du tibia, il n'y a pas vraiment de lésion cartilagineuse, il n'y a pas de perte de substance cartilagineuse. Voilà, ça c'est la vision. On va y revenir après. Au niveau de la lésion méniscale, Mathieu, tu
tu vois, il y a une lésion complète hein, de la racine restante et le ménisque est effectivement aminci. Vous voyez, au niveau du tibia, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais sur cette lésion? Ouais, alors, bonne question. Une lésion de la racine purement dégénérative chez quelqu'un de 55 ans, d'habitude, j'essaie pas de réparer parce que ça rentre dans le cadre d'une sorte de préarthrose ou d'une dégénérescence arthrosique débutante du compartiment. Là, ça a l'air plus, effectivement, potentiellement peut-être une lésion thoracique. C'est vraiment pas typique. La lésion de la racine du ménisque interne, c'est plutôt au niveau du ménisque externe. Donc, ouais, je serais pas du tout parti pour la réparer initialement sur l'IRM, vu le terrain, on va dire, mais là, effectivement, il a un cartilage qui a l'air en bon état au niveau tibial, donc si c'est accessible à une suture, peut-être essayer de... C'est, il y a Nicolas Pujol qui a fait une conférence d'enseignement, la SFA, sur ces racines internes dégénératives. Il disait quand même que lui, pour lui, il faut les réparer assez systématiquement s'il n'y a pas d'arthrose. Mais bon, c'est clair que ça. Est-ce que tu es convaincu que c'est dégénératif, la racine? Il a un ménisque dégénératif, ce type, mais quand même, tu as tout un tas de signes qui te font dire qu'il s'est passé quelque chose d'aigu, le cartilage, ça, là. Moi, Oui, mais c'était pour aller dans le sens aussi de la réparation, même lorsque Ouais, ce oui. sont des lésions isolées dégénératives. Enfin, en tout cas, ça fait débat actuellement. C'est vrai que parce que si on les répare pas, il y a quand même pas mal d'évolutions vers des nécroses du condyle interne ou des dégradations, ça flambe. Alors après, j'ai pas non plus l'expérience suffisamment de patients pour dire que ça va très bien en les réparant. C'est vrai que ce sont des situations un peu, les résultats restent mitigés. Mais là, en plus, effectivement, il y a un accident avec une rupture du croisé. Il y a un gros clapet cartilagineux qui est récent. Clairement, il n'est pas si dégénératif que ça. Il y avait sûrement une lésion dégénérative, mais elle s'est complétée. Et là, il y a cette racine que on voit bien sur l'IRM qu'elle semble complète. Et vraiment, lors de la chirurgie, c'était complet, hein. Alors, pour revenir un petit peu sur les indications, parce que moi j'étais dans Simpo avec Nicolas Pujol, qu'il faut bien avoir en tête, c'est surtout les notions un peu d'extrusion méniscale. Et là, je vous rejoins un petit peu, c'est-à-dire qu'on définit un peu le caractère aigu et chronique le caractère extru du ménisque, qui n'est pas le cas sur l'IRM et qui n'a pas l'air d'être le cas, on va dire, sous arthroscopie. Donc là, on peut rentrer un peu dans les guidelines. Et là, il n'y a pas vraiment de cut-off, hein. C'est vraiment ce statut arthrosique. Et ensuite, l'autre chose, c'est le BMI, hein, qui est quand même sur les super obèses où il faut éviter de le faire. Voilà. Mais autrement, là, c'est plutôt, en tout cas, de ce qu'on avait vu avec Nicolas Pujol et Cécile Topanel, un cas où on peut le réinsérer, quoi. En tout cas, Ouais. je suis d'accord avec vous. Ok, donc toi, tu ferais réinsertion transosseuse ou tu vois, il y a un petit moignon de la racine Ouais. restant quand même. Qu'est-ce que tu ferais sur cette lésion? Alors moi, en général, je fais des réinsertions transosseuses parce que là, je considère que juste un point all inside, ça ne tiendra pas suffisamment. Deux tapes avec un tunnel, mais par contre, souvent, je complète avec un petit point all inside en plus. C'est-à-dire que souvent, je fais une fixation un peu hybride avec à la fois transosseux et à la fois un point intraméniscal. Ah, il y a discussion sur la PUC et LCA dans ce cas-là. Alors, c'est pas ce qui était, on est plutôt parti dans le traitement conservateur. La centralisation du ménisque, on en parle beaucoup quand même actuellement. Est-ce que Elvire ou Étienne ou les autres, est-ce que vous avez un petit peu l'habitude de ça, une expérience? Il est pas très extrude dans ce cas, quand même. Non, je l'ai pas considéré du tout extru sur l'IRM. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus de centralisation de ménisque. Je pense que le problème, c'est que quand on parle de ça, on traite des images. Ça me perturbe un tout petit peu, moi. Voilà. Donc, je sais pas trop. Voilà. En théorie, centraliser le ménisque, pourquoi pas, mais on traite des images, quoi. Donc, qui en plus ne sont pas en charge. Donc, pour l'instant, c'est de la théorie et j'ai du mal à. Je suis pas sûr qu'en pratique, c'est un sens, quoi. Voilà. C'est vraiment une opinion. Voilà. Ok, on va un petit peu avancer. Donc, ce que j'ai fait chez ce patient, j'ai fait un DIDT sans retour externe. Je trouvais que la laxité était pas très importante. Il y a un ressaut à une croix, donc une laxité rotatoire qui reste assez modérée.
Les télos, même si effectivement ça n'évalue pas la laxité rotatoire, montrait une laxité différentielle de 7 mm, ce qui est assez standard. Et voilà, l'idée c'était plutôt de pas être trop agressif. Donc, en tout cas, j'ai personnellement fait un DIDT. J'ai réinséré ce ménisque par tunnel transosseux. Ça revenait bien. C'est vrai qu'il n'est pas extru, ce ménisque. Personnellement, je fais rarement avec des faces fixes. J'arrive jamais vraiment à attraper cette racine restante lorsqu'il y a quelques millimètres. Je sais pas si, du coup, Étienne, toi, tu ferais le même type de technique avec un tunnel, des tapes ou des fils Alors, et réinsertion transosseuse? j'essaierai de faire pareil, mais probablement moins bien. Mais j'aurais fait des all inside. Moi, je suis très all inside. On a publié nos Ouais. résultats pour les racines méniscales. Je suis très, très all inside. Donc là, sur Parce le petit moignon, tu fais all inside, tu mets deux, trois points all inside. peux aller attraper un peu plus en média, enfin un peu plus en latéral que le petit moignon sur le côté pour essayer de ramener ça. J'ai encore fait ça très récemment et on est en train de continuer de revoir nos patients avec plus de recul que ce qu'on avait déjà publié. Moi, je suis, comme tu vois à la SFA, je suis omnubilé par le côté cicatrisation et biologie. Et un ménisque, c'est un tissu qui, à mon avis, va cicatriser avec le tissu qui est à côté. J'ai du mal à comprendre comment, le mettant dans un tunnel osseux, tu penses qu'il va cicatriser là. J'ai pas dit que j'avais raison, hein. J'ai dit, c'est voilà où j'en suis dans ma réflexion maintenant. Et pour revenir sur le côté biomécanique, moi je l'entends, hein, de mettre toutes les tapes que tu veux dans un tunnel, mais la fixation d'une chaîne, c'est pas la somme des maillons, c'est juste la résistance du maillon le plus faible. Donc si ces tapes ils sont pas très bien accrochés en bas ou dans un os qui est un peu compliqué, je sais pas si j'ai beaucoup plus confiance en deux tapes avec une encre en bas ou en deux ou trois faces fixes. Mais encore une fois, j'ai pas de vérité là, c'est vraiment un sentiment quoi. Ouais, c'est ton ressenti. Ouais. Jean-Marie, même ressenti? Quand il y a un moignon, j'essaye de me fixer dessus autant que possible. Après, pas dit qu'on y soit arrivé parce qu'il a l'air vraiment petit celui-là, mais ouais, non, j'essaie de jouer la carte de la cicatrisation ménisque contre ménisque. C'est traumatique. On peut espérer que ça saigne et que ça il y a un potentiel de cicatrisation. Donc j'aurais tenté ça, mais pas dit encore une fois que j'y arrive. C'est vrai que voilà. Sur la lésion cartilagineuse, j'ai été un peu agressif. J'ai fait des petites micro-fractures quand même parce que je j'ai pas osé la laisser telle quelle, mais à discuter, je pense que on peut probablement la laisser telle quelle une fois qu'on a stabilisé le clapet et comme elle est fraîche, il y a quand même pas mal de gens qui cicatrisent, qui refont du fibrocartilage naturellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai fait donc microfracture et membrane chondroguide, enfin, pour essayer d'améliorer un petit peu les résultats. Donc microfracture plus. Mathieu, qu'est-ce que tu aurais fait toi clairement sur cette lésion? Moi, j'aurais fait des micro-fractures, hein. Je suis d'accord que ça marche pas très bien quand le défect dépasse 2 cm². Là, on est limite, mais bon, ça coûte zéro et c'est toujours mieux que de rien faire. Je pense qu'il y a que ça quand même, il y a pas mal de preuves qu'à la fois cliniques et in vitro qui montrent quand même que ça produit un peu une sorte de fibrocartilage, etc. Après, la chondroguide, ouais, très bien. Le truc, nous, on les a pas vraiment disponibles, mais c'est sûr que c'est encore un petit peu mieux. Et là, tu le fixes comment, avec de la colle biologique, ton chondroguide? Oui, Ouais. non. Alors, moi personnellement, j'ai essayé sous arthro. Je suis pas assez bon pour faire ça sous arthro. La colle se met partout. J'ai pas trouvé la bonne technique, donc j'ai fait un petit abord là. C'est des photos prises avec l'arthroscope par un petit abord interne et j'ai collé la membrane. Donc oui, avec colle et ficelle, colle biologique. Non, c'est joli, hein. Super. Elvire, tu crois à ces petites membranes? Alors pas trop, mais malgré tout, la littérature montre qu'il vaut mieux faire des microfractures plus que des microfractures toutes seules. Voilà, qu'à 5 ans de recul, il y a des études qui sortent pleinement de niveau 1, il n'y a pas photo, hein, donc voilà. Après, plutôt que de rien faire, il a raison, Mathieu. Je pense qu'en effet, si on n'a pas accès à ça, il vaut mieux faire des microfractures que rien du tout. Même si c'est des affaires à collagène qui va avoir aucune qualité biomécanique, bon, malgré tout, c'est mieux que de rien faire. Voilà. Et ouais. Une mosaïque, quelqu'un il serait allé là sur la mosaïque? 55 ans. Il a une fémoropathe qui était bien. Oui, elle est vraiment bien sur les radios, sur l'IRM, elle est nickel. Ouais.
Ça prend Après, 10 cm carrés, la lésion. Elle est grosse, la lésion. Ouais, elle est très grosse quand même. La Même... limite, hein. C'était quand même âge 55 ans, 2 cm carrés. On est quand même, franchement, là, on a dépassé le. Effectivement, ça se discute. Allogreffe, non, Oh, bon, non. c'est pas assez gros. Par contre, tu l'as mis sans appui après, Guillaume? Ah, on va en parler après. Ah, pardon. Voilà, Ah ben. voilà. Donc, vous avez ce patient avec une route, un ménisque interne, une belle lésion du cartilage, greffe du ligament croisé. Tout le monde le met sans appui? Moi, je l'ai mis sans appui, hein, c'est clair. Oui, sans appui. Quelle période, par exemple, si pour une racine postérieure, quelle période sans appui pour vous, Étienne? Moi, je 45. l'ai mis quasiment jamais sans appui. Je les mets toujours moi avec un appui contact. Parce que je peux très vite arrêter les anticoagulants. Donc ça, qu'il y ait une racine, ça change pas vraiment ton appui sans contact, ou tu mets quand même un appui sans contact un petit peu plus long. Non, ça n'aurait pas changé. Donc c'est 3 semaines d'appui contact? Ouais, même un peu moins. Mais je suis très, fixation de racine. Si vraiment c'était très précaire ou si, tu vois, c'est plus qu'une racine, c'est une vraie radière à la racine qui a une vraie perte de continuité, là, on peut discuter de 3 semaines d'appui vraiment retardé, mais il y a un peu de contact méniscal encore, je les mets encore en appui. Là, je sais pas trop comment j'aurais agi dans ce cas-là. Le ménisque interne, c'est moins fréquent que ce que j'ai l'habitude de prendre en charge. Lui, je pense qu'un cas comme celui que tu viens de nous montrer, avec un programme chirurgical qui m'a été fait, j'aurais été excessivement prudent avec un appui protégé pendant au moins 3 semaines. Mais pour moi, c'est le comble de la prudence. En général, ils ont tous tout ce qu'ils veulent. Pas d'attelle? Personne met une attelle? Moi, je mets une attelle systématiquement. Pour les racines? Bon, tous les croisés, ils ont une attelle. Je leur limite la flexion comme ça, et ils n'ont pas de bêtises. C'est aussi pour la douleur qui ne bouge pas trop. Je mets une attelle systématiquement, que tu déverrouilles ou pas. Et ça, je mets systématiquement une attelle, qui est plus aussi une attelle de cryothérapie, hein, je dois dire. Hein. Mais je mets une attelle systématiquement pour tous les patients. Pour la mobilité, est-ce que vous diminuez la flexion en cas de réinsertion de la racine? Jean-Marie, Mathieu? Est-ce que je mets une attelle? Non. Est-ce que je limite la flexion? Non plus, parce que de toute façon, il va pas fléchir 90 degrés les 3 premières semaines. Et moi, je suis un peu comme Étienne par rapport à l'appui que je remets pour les racines de ménisque externe, qui sont quand même beaucoup plus fréquentes dans le cadre des ruptures de LCA, même presque 10%, je laisse l'appui. Par contre, là, ce qui m'aurait fait suspendre l'appui, c'est vraiment la lésion cartilagineuse. Quand même, c'est quand même montré qu'il faut pas mettre trop d'appui quand tu fais des microfractures. Donc là, moi, c'est carrément 45 jours sans appui dans ce cas-là. Ouais, c'est ce que, en tout cas, moi, j'ai fait. Très prudent, mais bon. Je me suis dit que si on voulait que ça repousse un petit peu, fallait pas mettre trop d'appui dessus. Et justement, pour optimiser la repousse du cartilage par la suite, est-ce que vous, dans ces lésions que vous avez, est-ce que vous avez recours au PRP, à la visco, des chondroprotecteurs? Est-ce que vous me donnez quelque chose? Alors, de toute façon, le cartilage, il repousse pas, donc il n'y a rien qui va repousser, pardon. Un fibrocartilage. Oui, alors C'est ce voilà. qu'on espère. Pardon, Est-ce que tu fais des PRP, de la visco Non. pour favoriser la cicatrisation? Non. Non, personne fait ça, hein. Mais bon. Je veux dire, en post-opératoire à J45 ou 3 mois, hein. Il y en a qui ont décrit ça. Est-ce que ces lésions-là vont changer votre protocole de rééducation? Jean-Marie? Eh ben, oui, c'est des patients qui vont évoluer plus lentement. Enfin, alors moi, je les mets déjà en décharge stricte. Enfin, ces patients-là, comme Mathieu, les racines du ménisque externe, je leur donne un appui partiel, mais lui, il a des lésions, une lésion quand même cartilagineuse importante, la lésion méniscale qui est également importante. Il a un morphovarus. Donc, je le mets en décharge stricte, mais c'est des patients qui vont avoir tendance à évoluer un peu plus difficilement, notamment dans la récupération des mobilités. Quand ils marchent sur une patte, ils ont tendance à se coller plus facilement en flexum, donc je serai beaucoup plus vigilant sur la récupération de l'extension. Et puis après, une remise en charge sur les mobilités en flexion, on va prendre comme ça vient, pour pas aller chercher trop vite, pour pas aller trop agresser la racine postérieure.
Et concernant la reprise des activités, plutôt différées, les activités avec impact, pas avant 4 mois, voire plus. Ok. Ça, c'est donc suivi à 9 mois. Il a été longtemps, ça a été difficile hein, quand même la rééducation pour gagner ses mobilités. Mais bon, à 9 mois, il est plutôt bien. Ça, c'est les images du ménisque, en tout cas qui sont bien rassurantes. Après, je sais pas quelle valeur ça a à 9 mois. Hein. Il faudra voir à l'utilisation, mais plutôt joli. Et en fait, j'avais fait l'IRM pour voir un petit peu ce qui repoussait. Ben, on voit effectivement un fibrocartilage qui a l'air assez sympathique. Pareil, on ne sait pas quelle valeur ça va avoir plus tard et la durée de, enfin, combien de temps il va rester ce fibrocartilage. Mais je trouvais que l'aspect était plutôt sympathique. Voilà. Bon, ça, c'est pas très intéressant. C'était ça, il courait un petit peu dans mon bureau à 9 mois. Donc voilà, l'idée, donc, Tu nous as pas dit, il a repris le tennis ou quoi? alors oui, à 9 mois, il a mis 9 mois vraiment pour aller bien. Il a vraiment galéré. En mobilité, je me suis posé la question effectivement même du nalgo vers 3 mois. Puis au final, il va bien. Bon là, il marche tout doucement. Après, il peut pas courir dans mon bureau. Mais là, il a eu l'autorisation de reprendre le tennis. Ça fait déjà 6 mois hein, que je l'ai revu à 9 mois. Et là, franchement, il va bien. Il a repris le tennis. Je l'ai pas revu depuis cette consultation-là. Mais très satisfait à 9 mois, mais des suites vraiment très difficiles quand même. Enfin, on peut classer ça comme des suites difficiles. Voilà. Ton IRM de contrôle, elle est à 9 mois? Oui, On a l'impression qu'il y a il y a toujours une zone de souffrance sur le condyle interne, sur les sagittales un petit peu. Oui, mais il y a une microfracture, hein. C'est pas normal après une microfracture qui a un œdème, hein. C'est le but de, enfin, à mon avis. plutôt joli. Bon. Ah oui, t'as peut-être raison, hein, à suivre dans le futur. Voilà, et on est tous d'accord que s'il y a un varus constitutionnel et un vrai pincement, vous seriez parti plus sur l'OTV ou voire même un traitement, ça a été discuté pas mal, hein, la PUC interne plus ligament croisé. Est-ce que c'est pas la place pour ce type de traitement s'il y a une arthrose sans vraiment varus constitutionnel? Étienne, t'as une expérience des PUC plus LCA? Oui, on a fait plus qu'LCA, double PUC, 3 PUC, ça on fait. Ouais, alors, décisionnel, pour moi, s'il y a un virus constitutionnel, je me fais une OTV et LCA. S'il n'y a pas de virus constitutionnel et une arthrose importante, on fait une PUC et une LCA. Après, le cas clinique du patient de 55 ans qui a une arthrose complète, normo-axée, prof de tennis, qui reprend le tennis, qui est instable et qui a besoin d'une PUC avec un LCA. Même là, les webinaires à Lyon, vous l'avez pas celui-là. Donc, c'est quand même qu'il doit être un peu, tu vois, c'est pas le plus courant quand même. Enfin, moi, si c'est ça ta consultation tous les jours, ça va être long quand même. Non, c'est pour discuter. Mais voilà, c'était un peu. Vous avez des choses à rajouter en termes de recommandations sur ce dossier? Bravo. Non. Non, c'est pas. On verra dans le futur s'il va bien. Hein. Mais voilà, moi c'est vrai que je suis pas parti sur l'OTV. Et d'ailleurs je vais pas demandé de Pongono parce que pour moi c'était plutôt traumatique. Et en tout cas, vu le patient, parce que vous l'avez pas vu visuellement, mais effectivement très demandeur, il est léger. Hein, le sport c'est sa vie, donc je suis pas parti sur l'OTV, mais en lui expliquant que l'OTV peut arriver dans les années, voire les mois qui viennent si ça se passe mal. Alors je vous propose de passer à un deuxième cas. Là, ce coup-ci, une femme de 31 ans, son genou gauche, motif de consultation, douleur et instabilité également. Et là, elle a un historique compliqué. Entorse du LCA en 2005, elle a chuté dans les escaliers, reconstruction par DIDT, échec avec reprise avec KJ en 2008. Et ensuite, elle a eu OTV plus ligament croisé antérieur avec un prélèvement contralatéral du tendon rotulien et une ténodèse latérale dans le même temps. Ça a été fait en 2014.
Elle a refait un nouvel accident du travail en 2019 et c'est là que je l'ai vue et vraiment très très instable en termes de clinique et de sensations. Elle est aide-soignante en EHPAD. Elle fait pas de sport vraiment, hein. Vous voyez qu'elle est en surcharge pondérale claire, 101 kilos pour 1m69. Et d'ailleurs, elle a eu une sleeve il y a un mois avant la consultation. Pas d'allergie médicamenteuse ou de facteur de risque tabagique. L'examen clinique Lachman-Triard-Rémoux, ressaut difficile à tester, probablement. Enfin, j'ai pas retrouvé de ressaut chez cette patiente, mais un genou très laxe quand même. Un genou valgum asymétrique, vraiment important à gauche. Mobilité plutôt conservée, mais douloureuse en flexion. Douleur diffuse, une grosse appréhension aussi sur la rotule. Ça, c'est ces radios en consultation. Vous voyez un petit peu tout ce qui a été fait. Alors j'avance un peu, hein. Bon, l'index, en fait, elle me un signe de SMILI positif, beaucoup d'appréhension sur la rotule. Donc je me suis un peu attardé sur la rotule. Index quasiment normal, pas vraiment d'instabilité, une petite dysplasie de trochlée. La translation tibiale antérieure, on en a parlé juste avant. Finalement, Étienne, je pense que ton commentaire était juste vis-à-vis du télos, mais par contre, cette translation tibiale antérieure sur un appui monopodal strict, je vous invite toujours encore une fois à le mesurer parce que c'est probablement une donnée bien plus importante que le télos. Alors voilà, on trace la corticale postérieure et on trace les deux traits parallèles à cette corticale postérieure qui passe par le plateau tibial à sa partie postérieure et les condyles qui doivent être superposés. Voilà, ici une translation tibiale antérieure en appui monopodal de 9 mm. Alors déjà, petite question par rapport à cette translation tibiale en appui monopodal. D'après vous, quelle est la valeur un petit peu seuil à partir de laquelle cette translation devient dangereuse pour la greffe du ligament croisé antérieur? Je vous laisse répondre à ça. Thomas, tu mesures, tu regardes cette translation dans ta pratique? Alors non, je le faisais pas. Et puis, vu que l'équipe de Lyon de la sauvegarde n'arrête pas de publier dessus des choses assez intéressantes, je me suis mis à le faire il y a pas longtemps. Alors pas, pour être honnête, pas du tout sur des cas de Première chirurgie attention. primaire du LCA de première attention, mais par contre sur les révisions, oui. Parce que ça me semble plus intéressant. Après, il faut quand même une équipe de radiologues qui soit pas mauvais. Toi, tu as toujours des clichés parfaits avec les condyles superposés. Moi, dans ma pratique, c'est loin d'être le cas. Donc après, c'est là où c'est difficile d'interprétation. C'est effectivement des mesures qui sont importantes, mais il faut encore-t-il bien mesurer les clichés, comme le disait Elvire tout à l'heure, hein. Ouais. Alors, ouais, voilà, on a vu un petit peu les réponses. Bah, majorité de réponses à effectivement 5 mm. Bon, ça, il y a quelques données dans la littérature. Il y en a pas non plus 10 000, mais effectivement, on peut quand même se dire que le seuil un petit peu à partir duquel cette translation tibiale antérieure statique devient dangereuse pour la greffe, ça serait au-dessus de 5 mm ou autour de 5 mm et ça augmente le risque de contrainte sur la greffe. Étienne, toi qui est très spécialisé dans les échecs biologiques, est-ce que tu considères ce phénomène de translation sur un éventuel risque d'échec biologique? Alors, j'étais pas du tout sensibilisé à ça. Et puis, là, cette fois, beaucoup de gens sont venus me parler de votre indice et de la pente. Du coup, on va ouvrir tous les dossiers en mesurant l'impact que ça a dessus. Moi, j'ai quelques questions d'ordre de pratique. Tu le mesures sur une radio de profil. Tu dis quelque chose de particulier à tes radiologues. Tu dis, c'est le radio de profil que je veux. Première question. Deuxième question. Est-ce que le délai va avoir une importance? Parce que quelqu'un qui vient de se faire juste mal, est-ce qu'il va pouvoir se mettre vraiment de profil comme ça après un traumatisme? Ou est-ce que tu le fais plus dans le bilan standard avant l'opération? Non, nous c'est le bilan standard, on le fait en appui monopodal, hein, donc faut vraiment effectivement qu'il soit capable de se mettre sur un pied avec en charge, flexion autour de 20 degrés et condyle toujours bien superposé en utilisant la fluoroscopie.
C'est vrai que quelqu'un qui vient de se rompre le croisé, en général, on lui fait pas un bilan standard tout de suite, on l'examine avant et c'est intéressant à partir de 6 semaines, dès que les mobilités sont bien récupérées, je pense, et qu'il est capable de se mettre en appui monopodal. Ça, c'est sûr. Elvire, une translation de 9 mm, ça te perturbe beaucoup ou pas tant que ça? Ben, ça dépend du différentiel parce qu'on voit tellement enfin, moi, j'ai vu à l'époque, on faisait beaucoup de télos. On avait quelquefois des patients qui spontanément avaient une translation importante. S'ils avaient une pente tibiale importante, même du côté sain, ils translataient quand même de manière naturelle, de manière assez importante. Donc, pour moi, c'est vraiment la différentielle qui compte. Là, par contre, c'est pas des télos, pardon. Oui, oui. Donc, en appui monopodal, Oui. pardon. Excuse-moi. Oui, oui. En Alors c'est appui vrai, monopodal. mais ce que t'as raison parce que nous en général on fait pas l'appui monopodal de l'autre côté et ça serait, on l'a fait dans une étude assez récente pour mesurer la translation un petit peu, on va dire normale des patients, mais on le fait pas en routine, on fait pas l'appui monopodal de l'autre côté. Probablement que c'est intéressant aussi à mesurer pour avoir une référence. Parce que là, je l'ai pas, l'appui monopodal de Ouais. l'autre côté. Je peux pas te dire combien elle a. Ça se trouve, elle a 0, mais ça se trouve, elle a peut-être 5, 6, 7 millimètres. Mais on sait que c'est pas une valeur normale. En général, c'est pas 5, 6, 7 millimètres Oui, la oui. translation d'un genou sain. Oui, mais c'est aussi relié à la pente tibiale quand même. Donc Oui, là, la pente tibiale, elle beaucoup. semble un petit peu quand même un peu augmentée. Donc, de l'autre côté, Ouais, je vais te la mesurer. Donc là, il y a la translation au télose. voilà. Bon, Ouais. voilà, 17 versus 9. Mais c'est vrai qu'il y a déjà une translation de 9 millimètres de l'autre côté. Donc le différentiel, il faut le prendre en Voilà. compte. Ouais. Pas juste la valeur absolue. Et la pente. Alors voilà, ça c'est, j'ai remis ça juste par rapport à nous, ce qu'on utilise pour le télos, hein, c'est qu'il y a des valeurs intermédiaires qui peuvent parfois être intéressantes à mesurer avec le télos pour savoir si la rupture partielle est fonctionnelle ou si elle est plutôt non fonctionnelle. Mais voilà, ça c'est sûr que c'est David de jour qui utilise beaucoup ça et moi du coup je me suis mis à beaucoup utiliser ça et on utilisait un petit peu ça aussi à la Croix-Rousse, hein, donc ça donne des informations intéressantes parfois dans les ruptures partielles. En tout cas, nous, on l'utilise pas mal. Et la pente, elle est de 12 degrés. Donc, en utilisant l'axe médiodiaphysaire tibial, 12 degrés des deux côtés. Et Guillaume, je vais quand même rebondir sur ce que disait Étienne tout à l'heure. Le fait qu'il y ait cette translation, est-ce que ça va vraiment changer ton indication thérapeutique, ton choix, ta stratégie thérapeutique? Oui, ça va beaucoup changer en présence d'une pente excessive. Oui, mais ça, tu mesures la Euh, pente tibiale, c'est autre chose, on est d'accord. Mais oui, mais si tu as une pente tibiale excessive avec une translation tibiale statique tout à fait normale, on peut tout à ok. fait imaginer qu'il n'y a pas de contrainte excessive sur le croisé, ou alors que les ménisques avec la pente méniscale vont Mhm. contrecarrer cette pente un petit peu excessive. Si, par contre, chez cette patiente où tu as 9 millimètres de translation en statique, donc naturellement elle est à 9 millimètres, ce qui est équivalent au télos de l'autre côté quand même. Ça, c'est intéressant à voir, hein. Sur le télos du genou sain, elle est à 9 millimètres. Eh bien, on pense quand même que ça va mettre des contraintes sur la greffe de manière importante. Donc, oui, c'est une donnée importante pour nous. Après, à discuter, hein. Voilà, donc 12 degrés de pente. Avance un peu. Ça, c'était juste pour rappeler que le facteur de risque de re-rupture, bon, ce qui est retenu dans le consensus de l'ESCA, c'est 12 degrés, hein. Pente excessive. Là, j'ai marqué 10 degrés parce que c'est ce qu'on fait, nous, dans notre pratique. Vous considérez cette pente de 12 degrés aussi, tous? Ou c'est une valeur différente ou... Oui, oui. Ouais. Moi Ouais, aussi, on 12 va degrés. faire la même chose. Alors, j'avance un peu avec la pangono de cette patiente. Vous voyez, il y a un beau petit valgus à gauche, un valgus aussi à droite. Ici, les mesures. Donc, 7 degrés de valgus global. Et plutôt un valgus donc au tibia suite à sa valgisation. Voilà. L'IRM, bon, on voit pas grand-chose à l'IRM. On voyait un peu la greffe toute détendue, mais on voit rien sur les ménisques. Elle a eu un scanner. J'ai pas retrouvé de très bonnes images. C'était un peu pour discuter le positionnement des tunnels, mais
Je l'ai pas évalué. Enfin, la position du tunnel fémoral semblait quand même satisfaisante, même si j'ai pas d'image parfaite pour le voir, et au tibia également. Il a quand même eu 3 croisés, donc je pense que les tunnels sont bien placés quand même. Ça sera intéressant d'en discuter après pour les causes d'échec. L'arthroscanner, j'ai pas les images, mais ça c'est le compte rendu. Il y a une corne postérieure du ménisque interne complètement absente. Le LCA est mal visualisé. Chondropathie fémorotibiale externe, chondropathie fémoropatellaire, dysplasie fémoropatellaire de bas grade. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à cette patiente? Elle a 31 ans, elle se plaint d'instabilité, avec tout ce que vous avez vu. Mathieu? Alors moi, je proposerais, enfin, elle a des douleurs, mais qui sont situées sur quel compartiment en fait? Pourquoi elle a eu cette OTV au départ? Elle avait des douleurs internes et maintenant elle a des douleurs externes, c'est ça? Enfin bon. J'ai pas tout l'historique. Il semblerait que le ménisque interne absent et sûrement des douleurs internes ait conduit le chirurgien à faire une OTV chez cette patiente. Moi, je proposerais, a priori, le problème de l'instabilité est prépondérant et il n'y a pas l'air d'avoir de pincement majeur au niveau de son cartilage. Donc, l'idée serait plutôt de lui faire une reprise de LCA par allogreffe qui permet de tendon rotulien qui permet de s'affranchir complètement des tunnels précédents. Donc, on les a pas trop vus sur le scanner, mais avec une allogreffe, avec des baguettes osseuses, tu peux fixer ta greffe quelle que soit la perte de substance et la valorisation, ce qui fait qu'on fait quasiment jamais de reprise en 2 temps ici à Sentier. Et puis une ostéotomie de correction de la pente. Après, j'ai juste une remarque sur la technique de Bonin de mesure de la pente. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas un tibia de profil, parce que ce qui t'intéresse, c'est quand même l'axe mécanique de la pente. Et en fait, ça te prend 2 secondes d'envoyer au patient faire une radio de tibia complet et tu auras la mesure exacte de ta pente tibiale. Et en fait, on fait des estimations sur des radios de tibia. Ça ne viendrait pas à l'idée de faire, tu vois, une OTV sur une radio de genou de face, quoi. Et donc, voilà. Après, peut-être les objectifs de correction sont moins précis dans le cas d'une pente, puisqu'en gros, tu vas essayer de viser 5, donc t'enlèves la plupart du temps, on va dire 8-9 mm de tibia et ça passe. Mais moi, je demande toujours un tibia de profil et comme ça, j'ai la mesure de la pente mécanique, quoi. Parce que tu as des tibias qui sont vraiment bizarres. En fait, tu as des outliers, ce qui fait que ton approximation en faisant sur une radio proximale, elle est souvent juste, mais parfois fausse. Il suffit que tu as un tibia très court, mais tu peux te planter de 5 degrés dans ta mesure. Bref, c'est une Ouais, non, mais c'est ce qu'on a déjà discuté. Après, l'intérêt de ces clichés-là, c'est que déjà, bah, on les a pour tous les patients. Peut-être que tu fais le cliché entier pour tous les patients, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plus en cas de... mais non, on est dans un troisième échec du LCA. Oui, non, mais je comprends. Et l'intérêt aussi, c'est que les valeurs qui sont utilisées dans la littérature, la plupart des valeurs quand même, je pense en majorité, sont sur cette pente médiale et sur des clichés avec l'axe médio-diaphysaire, avec une longueur suffisante de 15-20 cm. Mais tu as tout à fait raison, ça serait vraiment intéressant de comparer avec les patients avec des clichés comme ça et des clichés jambes entières et En fait, voir chez... Ouais, ça avait été fait dans la thèse de Cucurulo. En gros, si tu fais la moyenne de 50 patients, t'as pas de différence, parfait. Mais en fait, si tu regardes, tu as quelques patients pour qui tu as des différences significatives. Donc, bref. Mais c'est un autre sujet. Donc, je ferais RLCA par allogreffe de tendon rotulien idéalement et ostéotomie de correction de la pente en un temps. J'essaierai de changer le plan frontal aussi par ton ostéotomie. Bah, du coup, pas vraiment parce que elle a eu une OTV parce qu'elle avait une ménisectomie interne et sûrement des douleurs dans un cadre de surcharge pondérale, de surcharge du compartiment interne. Et elle a déjà eu une valgisation. Alors peut-être qu'elle a été un peu trop valgisée. Donc oui, t'as raison. Il faut sans doute essayer de la normo-axer si maintenant elle a des douleurs externes. Oui, j'essaierai quand même. Elle a quand même 7 degrés de valgie. Ouais, t'as raison. Elle est trop. Alors là, vous voyez pas bien, mais c'était 2 degrés à droite. Donc elle est effectivement surcorrigée et cliniquement ça se voit. Ouais, Toi, et du coup, ça vous fait changer votre technique puisqu'il y a un peu le plan frontal à prendre en compte, Étienne? Ouais, alors dans les cas comme ça, moi je travaille beaucoup avec les guides de coupe sur mesure et essayer de corriger des corrections biplanaires. On a fait quelques-unes qui étaient assez intéressantes. Moi, je partirais sur une ostéotomie compliquée, enfin complexe du tibia proximal en corrigeant dans les 2 plans et une allogreffe aussi dans le même ordre d'idée. Je me souviens plus de son BMI. Alors, j'ai pas calculé le BMI, mais c'était 100 kg pour 1m60. Enfin, vraiment surcharge pondérale. Effectivement, il y a une question après la sleeve. Bah, ça sera la diapo d'après parce qu'elle a beaucoup maigri.
Mais oui, oui, j'ai pas le ouais, BMI 36, c'est ça. Quelqu'un l'a calculé au moment où je l'ai vu. Et Jean-Marie, toi qui fais aussi beaucoup d'ostéotomie, guide sur mesure, donc tu partirais là-dessus? Oui, moi je ferais une correction biplanaire. Il y en a vraiment un calvicieux épiphysaire sur le tibia avec un début de souffrance du compartiment fémoro-tibial externe. Je pense qu'elle est vraiment surcorrigée. Et donc faire une ostéotomie de fermeture antérieure asymétrique en fermant plus sur le compartiment interne. Et la meilleure option, effectivement, c'est d'utiliser un guide de coupe. Non, c'est extrêmement compliqué pour gérer dans les deux plans en même temps. Et puis, Est-ce que le Pardon. question bête, mais tu vois, il y a du matériel en place. Ça va sûrement bloquer un petit peu la mise en, enfin, tu vois, il y a des points repères sur ce guide sur mesure à mettre sur le tibia. Est-ce que tu es certain que tu auras tes repères convenables avec un scanner et le guide de coupe sur mesure chez ces patients qui ont du matériel déjà? Est-ce que tu as déjà eu le cas? Alors, moi, j'ai fréquemment quand même des difficultés. C'est pas toujours parfait à positionner un guide de coupe sur le scanner, surtout que moi, je désinsère pas le LLI, je le coupe. Donc, les parties molles, c'est difficile à gérer. Après, j'essaie de reproduire sur mais avec mes broches, quand je vais positionner mon guide de coupe, ce que j'ai sur la planification. Donc, ils me font une proposition de planification avec les broches qui sont positionnées. Et sur mon coup de scopie, j'essaie d'avoir exactement la même chose. Mais est-ce que tu penses pas que là, ils vont avoir des difficultés de planification justement à cause du matériel? Je suis pas convaincu, non. Parce que ça flash au scanner. Il faut quand même, enfin, je sais pas, hein, moi, j'ai pas utilisé de guide sur Moi, j'ai mesure chez déjà ces eu des cas de patients, mais figure avec du matériel et à chaque fois, ça s'est plutôt ouais, bien ça n'a pas posé de passé. souci, ouais. Non. Après, je te Elvire, dis, ouais, il faut, vas-y, vas-y. il faut louvoyer et reproduire reproduire ce que la planification te donne. C'est le positionnement des broches plus encore que le positionnement du guide qui compte. Ouais, on dit risque de Oui. pseudarthrose après les OTV. Elvire. Alors, moi, je serais partie en effet sur un PSI pour corriger dans le plan frontal, dans le plan sagittal, avec allogreffe également du LCA. Mais avant de l'opérer, de toute façon, elle a été opérée d'une sleeve il y a un mois, donc elle est quand même obèse. Elle a tout à coup une instabilité de rotule. Je pense qu'elle doit avoir un quadriceps qui doit être absolument ridiculement faible. Et je la mettrai en rééducation, en rééducation, en rééducation. Il n'y a pas urgence à l'opérer. Voilà, parce que je pense quand même son instabilité de rotule, dont nous avons parlé initialement, c'est sans doute un déficit du quadriceps, surtout chez les obèses. Hein. Ouais, puis Donc, peut-être le voilà. valgus important aussi. Aussi, ouais. Donc, voilà, je me presserai pas pour l'opérer. Donc, choix de la greffe, on en a parlé. Il y a plusieurs sont partis sur l'allogreffe. Vous partez tous sur une allogreffe chez cette patiente? Ah ouais, direct. Oui. Alors, je l'ai opéré, je crois, en 2019. Hein. Ouais. Ça joue peut-être un peu. Thomas, tu allogreffe aussi? Ah oui, oui, sans trop me poser de problème, surtout chez cette patiente qui a déjà été prélevée, ischio-jambier, KJ homolatéral, KJ controlatéral. Je pense que là, il y a déjà suffisamment de dégâts sur le genou pour essayer de prendre des allogreffes qui donnent des greffes plus simples. Et puis, on peut se permettre quand même d'avoir aussi un apport osseux important quoi, avec les allogreffes. Et du coup, ça gère toutes les problématiques de perte de substances osseuses associées. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions maintenant en 2024. Et tu fais aussi un renfort latéral? Chez Donc cette patiente, elle est valgus, elle a de la chondropathie, vous verrez aussi non, après la vue arthroscopique. Chondropathie fémoro-tibiale externe. non, chez cette patiente, très clairement, non. Je pense qu'il il y a quand même des priorités et puis ça reste une chirurgie complexe. Là, on fait une ostotomie biplanaire avec en plus une reprise de croisée, une troisième reprise. Il y a des antécédents dans les deux compartiments. Je pense qu'il faut quand même être prudent. Il faut éviter aussi les conflits avec les risques de conflits de tunnels osseux, etc. Donc, je pense qu'il faut rester simple. Moi, je ferais juste une allogreffe intra-articulaire isolée. Ça, c'est les vues donc arthroscopiques, plus de ligaments croisés, un ménisque interne, une corne antérieure présente, mais plus rien en arrière. Hein, c'est tout absent.
tissu de comblement. En externe, il y a plutôt un ménisque bien présent, mais quand même une belle chondropathie au niveau du tibia. Donc, votre objectif de correction, c'est de la laisser en valgus? Un petit peu? Ou de la variser? Bon, ou 180, on peut la mettre. Dans l'autre côté, elle a combien? 2 degrés de valgus. Des valgus. Ouais. Moi, je la Surtout mettrai à corriger 0. plus la pente que. Ouais, c'est surtout la pente qu'il faut corriger plus que le. Je la montre à 180, moi. Bon, au niveau tunnel, il n'y avait pas de perte osseuse du tout, hein. Il n'y a pas eu de difficulté au niveau des tunnels. Alors j'ai fait un peu la technique sans guide sur mesure, hein. C'était en 2019 ou début 2020 de mémoire. Voilà, avec 2 broches et puis contrôle quand même péropératoire pour bien contrôler l'axe frontal aussi, en resséquant plus donc du côté interne que externe. Donc c'est sûr que c'est plus. Je pense que effectivement des guides sur mesure, ça apporte vraiment un contrôle biplanaire important chez cette patiente. Mais à l'époque, je l'ai fait un petit peu à main levée comme ça, comme on fait souvent. Et j'ai pris le tendon quadricipital parce que pareil, hein, 2019-2020, je devais pas être très sensible à la banque de tissu, mais c'est clair qu'en 2024, j'aurais commandé une allogreffe chez cette patiente. Elle avait pas le tendon quadricipital prélevé, donc je suis parti là-dessus pour reconstruire le LCA. Tu l'as opéré combien de temps après la cible? Elle était à quel poids là quand tu l'as opéré? De mémoire, 6 mois après. 6 mois après. Elle était elle est passée quand même la perte de poids. De mémoire, 6 mois après, au moins 6 mois après. Peut-être un peu plus. Parce qu'elle avait déjà eu la sleeve 1 mois avant, donc j'ai plusieurs mois après, ouais. Ça, c'était ces radios post-opératoires. Alors non, à distance, hein. Alors c'est clair que ça fait un beau prélèvement sur la rotule, hein. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que vous voyez là en appui monopodal, cette translation tibiale antérieure de 9 mm, c'est complètement normalisé, sans tricher, hein. Là, c'est cliché debout. Et il y a même un très léger tiroir postérieur, puisque la pente, elle a l'air plutôt aux alentours de 0 degré, enfin, environ. Peut-être un peu trop corrigé chez cette patiente. Tu aurais visé combien de corrections là si tu avais une guide sur mesure que tu aurais planifié? Tu aurais visé de finir à combien de pentes? Alors, à l'époque, on les ostéotomies de déflexion, on les mettait à 0. Et puis en fait ça crée des tiroirs postérieurs sur les appuis monopodaux, donc on s'est dit que c'était peut-être un peu trop de les mettre à 0. Donc actuellement la cible c'est à 5 degrés de pente. Donc j'aurais visé actuellement en 2024 je viserais 5 degrés de pente. Voilà. J'ai pas les images frontales, mais enfin d'un point de vue clinique elle est vraiment bien. Elle a beaucoup maigri, mais c'est elle, hein. Elle a beaucoup maigri, donc j'ai pas son poids, là, mais je l'ai pas noté. Là, elle est 4 ans après, hein. Donc 4 ans après. Elle va bien concernant le genou, elle est stable. Vraiment, elle est contente de son genou. Par contre, elle est pas du tout contente de sa rotule qui la gêne. Elle a un trou, hein, au niveau de sa rotule, ici. Et c'est ça, son motif de plainte à l'heure actuelle. Après, elle est contente de sa chirurgie, mais clairement, le prélèvement de greffe, c'est ça qui fait défaut actuellement. Alors, elle n'est pas très sportive, hein, donc elle n'a pas une demande très importante, mais à l'heure actuelle, elle est bien stable et elle est bien réalignée. Mais effectivement, il y a ce problème de prélèvement de la greffe. Et je pense qu'on peut effectivement conclure sur ce dossier que l'allogreffe a toute sa place chez ces patients multi-opérés. Alors moi j'ai une petite question. Comment vous gérez les patients qui ont un récurvatum déjà important pré-op? C'est une bonne question. Ça va venir après un petit peu, mais on gère comme vous, hein, puisque j'en avais pas mal discuté avec Bertrand aussi. Donc pas de geste ligamentaire de capsulographie postérieure, mais en les maintenant en flexum en post-opératoire dans une attelle avec un coussin pour l'enraidir. Alors souvent quand on fixe le croisé, le récurvatum disparaît.
mais il y a un risque qu'ils réapparaissent par la suite. Donc, je pense qu'il faut effectivement les enraidir en flexion. Voilà. Voilà, au niveau clé, point clé dans la reprise, j'ai noté ces différents points, et notamment pente tibiale qui est importante chez cette patiente. Je pense qu'au départ, c'était probablement pour moi le problème numéro un. Même si elle était que à 12 degrés, je pense qu'elle est toujours restée à 12 degrés. L'OTV a rien amélioré et on verra dans le futur, mais on a déjà un bon recul chez cette patiente et je pense qu'elle ne devrait pas recasser sa greffe comme elle l'a fait avant. En tout cas, je pense que la greffe est dans de meilleures dispositions qu'avant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, tout à fait, bravo, hein. On va finir avec un troisième cas qui va sûrement faire un peu plus débat. C'est un jeune homme de 18 ans. Il vient aussi pour son genou gauche. Instabilité. Il s'est fait ça au foot il y a 6 mois. Vraiment en changeant de direction. Il a aucun antécédent. Et là, vous avez ses radios. Ça, c'est en post-opératoire, mais c'était pour vous montrer un peu l'axe. Il a un genou varum symétrique de travers de doigt. Cliniquement, une belle laxité, un Lachman-Triard Remu plus, un ressaut bien présent, mobilité 0,0-130, pas de laxité frontale, pas de tiroir postérieur, et donc il a jamais été opéré du genou. Ça, c'est son testing clinique sous AG. Au niveau de ces radios, on a une pente à 19 degrés à mesurer sur ces radios-là et une translation en appui monopodal de 15 mm. Et ici, vous avez les télos, un différentiel, donc 0 de l'autre côté et 16 mm du côté gauche. Là aussi, on voit quand même une laxité majeure sur ce télos. Et ça, c'est ces clichés IRM. Étienne, comme tu es le spécialiste de l'IRM, je vais te redemander ton avis sur un peu tout ce que tu vois ici. On voit une lésion du ligament croisé antérieur, une lésion du segment postérieur du ménisque alterne avec une rampe lésion. Un œdème osseux témoignant d'une instabilité rotatoire. Sur la coupe en bas à droite, je ne sais pas si vous pouvez me montrer quelque chose. Ah oui, sur le ménisque externe, si vous n'avez pas vu, il y a un cas de substance du ménisque externe, segment postérieur, avec une lésion bien complète, radiaire. Il va falloir retrouver le morceau. Est-ce qu'il est passé? Moi, j'ai mis que ces clichés-là, j'en ai d'autres après, je crois, mais Mathieu, quel type dans la classification de la rampe lésion? Bah, c'est une classification arthroscopique, mais je dirais peut-être 4 à voir. Donc, 4, redis-moi, c'est La 4, c'est intraméniscal. en zone rouge, en fait. C'est vrai qu'on rencontre souvent ces rampes qui ne sont pas à proprement parler vraiment des rampes parce qu'il reste un fragment méniscal périphérique. Bon, la classification, c'est la critique qui a été faite, c'est que bon, ça, c'est pas des rampes, machin. Ouais, on s'en fout. C'est des lésions qui sont rencontrées dans le même cadre clinique, on va dire. Et ça permet au moins de les comparer, savoir lesquelles il faut réparer, etc. Donc, en gros, la 4, c'est celle qui laisse un bout de mur méniscal, tu vois, en Voilà, périphérie. qu'on voit ici, ouais. Un petit Voilà, qu'on suppose qu'on voit ici, ouais. D'accord. Voilà, vous avez tout vu, bravo. Il n'y avait pas. Alors, ça, c'est un petit peu pour à discuter. Et peut-être Étienne, tu vois, cette laxité majeure, ça te fait évoquer des lésions périphériques parfois, ou quand il y a des belles laxités comme ça? Une lésion antérolatérale. Donc, ouais, le ligament antérolatéral, mais pas de lésion forcément des collatéraux Non, pas particulièrement. Ça aurait été latéral postéro-médial avec un LCP, avec un gros tiroir, j'aurais pensé à ça, mais un antérolatéral avec
ressort important. Moi, j'appuie surtout la partie antérolatérale et puis tous les stabilisateurs secondaires. Avec là, tu as les deux ménisques qui sont passés. Et à mon avis, les structures antérolatérales, ligament antérolatérales. Donc, voilà ce que j'ai de cheminement. D'accord. Alors, je sais pas si vous avez assez de données pour ce patient, mais qu'est-ce que vous faites comme, alors, sans parler des ménisques, hein, mais déjà dans le choix de la greffe, sur quoi on va partir chez ce patient. Je redis, il a 18 ans, c'est une rupture récente, enfin 6 mois, il n'a jamais été opéré. Il fait du foot loisir, hein, mais voilà, il fait du foot et il a quand même, vous avez vu, une belle laxité. Thomas, qu'est-ce que tu fais chez lui? Bonne question. Alors déjà, bon, il faut lui faire une greffe du LCA, ça c'est sûr. Il faut lui faire un renfort latéral, soit un ligament antérolatéral, soit une ténodèse latérale, je dirais, selon les affinités que vous avez avec ces techniques. Pour moi, un ligament antérolatéral. Après, pour l'ostéotomie, ça se discute. Pour l'instant, il n'y a rien de bien prouvé dans la littérature là-dessus. J'aurais tendance à dire que il y a quelques années, on l'aurait sûrement pas fait ou même pas évoqué en première intention. C'était quand même réservé aux échecs de reconstruction de LCA. Là, à 19 degrés, en tout cas, ça se discute. Ça se discute. Font discuter un petit peu aussi avec le patient, voir un peu comment on appréhende les choses. Mais donc, je serais moins défavorable à le faire en première intention maintenant, parce qu'on sait que c'est quand même un risque majeur d'échec chez ce patient. Là, il a parfaitement fini sa croissance. On peut le faire, disons, sans trop de préoccupation aucune. Donc, en tout cas, ça se discute. Ça se discute. Ça, c'est intéressant. Elvire, tu fais un geste osseux aussi ou tu cherches à réparer ce qui est cassé et on verra si ça marche. Enfin, Alors, habituellement, je fais quasi, enfin, il y a jamais toujours, mais en première intention, une ostéotomie de la pente tibiale, pour moi, c'est vraiment exceptionnel, sauf dans des espèces de, comme on voit des maladies de Blount, des patients qui sont très en varus. Là, il y a quand même une pente tibiale qui est quand même vraiment, vraiment au-delà de la normale, quoi. 19 degrés. On peut demander si c'est quand même pas un morphotype un particulier. Et je pense que là, ça va être difficile de passer à côté quand même, parce que vraiment, si on le fait pas, je pense qu'il y aura vraiment un risque d'échec. Donc, je partirai également pour l'ostéotomie de la pente. Mais pour moi, c'est vraiment exceptionnel en première intention, hein, vraiment. 19 degrés, c'est énorme. Et vu l'examen clinique qu'il y a, je pense que je ferai aussi une ostéotomie de la pente. Mais j'en fais jamais en première intention, hein, vraiment, parce que ce cas est exceptionnel à mon sens. Mathieu, Jean-Marie, vous avez des astuces chez ces patients qui ont des grosses laxités pour pas forcément corriger la pente? Est-ce qu'il y a des choses, des points clés aussi importants? Mais déjà, ça sera intéressant. Ça sera Oui, intéressant pardon, vas-y. d'avoir un récap complet pour regarder s'il n'a pas justement ces tibias en arc de cercle qu'on a parfois. Il a vraiment une grosse pente. Ouais, moi je me poserais franchement la question. Après, c'est comme dit Thomas, c'est pour l'instant il n'y a pas de support scientifique pour dire qu'il faut y aller en première intention. Mais quand on voit la translation tibiale antérieure qu'il a en appui monopodal, avec la pente qu'il a, ouais, je me poserai la question quand même. Mathieu? Oui, moi aussi pareil, c'est un peu comme vous tous. Moi, je pense que je la ferai même carrément. On a quand même beaucoup évolué sur ces indications d'ostéotomie de la pente. On parlait de 3e reprise il y a quelques années. Maintenant, on les fait en révision sur les pentes de 12. Enfin, il y en a qui disent 15 sur une révision, mais bon, c'est plutôt 12. Et puis, je pense que si on discute avec les vétérinaires, faut quand même pas hésiter à le faire. Il faut voir qu'ils ne traitent que ça quand ils opèrent les chiens. Et c'est d'une efficacité redoutable, hein. Les bergers allemands, ils ont des pentes à 20, 25. On leur réduit la pente et on les guérit du problème. Et en fait, c'est un modèle accéléré chez le chien parce qu'ils ont des translations aussi monstrueuses, quoi. Ils subluxent le genou en avant et ils font des arthroses en 2 ans. Donc, ça permet d'avoir un petit modèle comme ça de ce qui se passe sur ces patients. Moi, je suis persuadé qu'il faut lui corriger sa pente. Au niveau de cette rampe intraméniscale en zone rouge, tu la répares comment, toi, Mathieu? Bah, par voie postéromédiale accessoire avec un crochet, en général, on arrive assez bien à accéder. L'avantage, c'est que
Tu peux faire un bon avivement par la voie postéro-médiale. Tu peux faire plusieurs points avec un seul implant. C'est pas négligeable actuellement où les implants sont plus remboursés. Enfin, en tout cas, sont pris en charge sur le GSS, mais bon, ça c'est secondaire. Et voilà, on est assez content des résultats qu'on a évalués par rapport à tout ce qui est implant all inside, type face fixe ou autre. Et Étienne, comme tu mets des all inside sur les racines, est-ce que là, c'est pas une bonne indication de all inside quand même, puisque c'est intraméniscal? Non, alors moi, je fais toutes les rampes par voie postéro-médiale et globalement, quasiment tout ce que je fais sur le ménisque par la racine avec des crochets. Je rajouterai comme argument de ce qu'a dit Mathieu que le ligament ménisco-tibial est inférieur. Ça, on a publié là-dessus. On a utilisé beaucoup de cadavres et beaucoup de d'analyse à la patte pour pouvoir voir ça. Et donc, on l'attrape par derrière pour aller le chercher. Mais Elvire aussi, crochet. Non, je ferai du all inside, là, c'est accessible pour moi par en avant. On la voit très bien donc je ferai tout par en avant. Ouais, je pense qu'on peut probablement faire les deux dans cette situation-là, en tout cas. Thomas aussi? Bon, moi, je pense qu'on peut faire les deux. Moi, j'ai globalement fait un peu les deux. Alors, si par contre on fait du all inside, il faut quand même, on peut toujours aller contrôler quand même par voie postéro-médiale quand même. L'un n'empêche pas l'autre, je pense. C'est-à-dire que souvent, on peut dissocier aussi la voie d'approche de la technique chirurgicale qu'on utilise et on peut très bien aller faire un all inside, mais contrôler quand même qu'on le fait correctement. Et si c'est le cas, ben, on peut s'en tenir là, et si c'est pas le cas, on peut compléter au crochet, quoi. Ça peut être aussi une troisième alternative, quoi. J'ai un petit commentaire, moi, sur ces sutures all inside. Quand les patients, ils ont des très grosses laxités antérieures, et ben, ils translatent quand on les quand on les met quand on essaie d'ouvrir le compartiment interne, on a parfois des difficultés d'accès au segment postérieur pour mettre nos ancres. Donc, c'est pas toujours facile de faire du all inside avec des ancres sur ces patients-là. Ce qui va plutôt dans le sens que c'est plus facile d'aller mettre un crochet. Moi, je trouve que c'est très dur d'aller mettre le all inside à la face inférieure du ménisque. Je ne sais pas si vous avez ces difficultés-là, même en courbant le dispositif, parce que c'est intéressant d'aller en mettre un en dessous, hein, pas que par-dessus. Est-ce que vous avez ces mêmes difficultés ou est-ce que vous avez des trucs et astuces pour quand vous avez une lésion à suturer par la face inférieure du ménisque? Alors, moi, j'ai deux tips. Un, on peut faire un pie crust, qui nous permet d'ouvrir le compartiment interne. Alors, et de s'exposer la face inférieure. Et d'autre part, il existe des aiguilles de suture avec des implants all inside avec des biseaux inversés, qui permettent d'aller crocheter la face inférieure du ménisque. Ouais, tout à fait. Bon, moi, j'avais fait une suture. Alors, c'est pas les images du patient, hein, mais j'avais fait une suture au crochet chez ce patient. Le ménisque externe, je vous le montre quand même parce que c'est intéressant. Globalement, j'ai jamais retrouvé. Alors, on voyait sur l'IRM la racine, mais ça faisait une boule. Là, je la montre pas, mais j'ai jamais retrouvé de fragments où on pouvait les réparer bout à bout. Voilà, j'ai pas été très bon, mais j'ai rien retrouvé. J'ai vu surtout une rétraction énorme de ce ménisque ici et à la racine une boule de ménisque, mais qui n'était pas de forme. Enfin, c'était pas une racine qu'on pouvait suturer sur ce fragment de segment moyen. Voilà, 18 ans. Hein. Alors, au niveau de ce ménisque externe, qu'est-ce que vous auriez fait à part retrouver le fragment? Mais franchement, je l'ai pas retrouvé. Là, on voit qu'il y a ça, mais bon, il y avait un gap énorme de plusieurs centimètres. Hein. Je sais pas comment réparer ça, même en libérant les choses. Je sais pas si vous avez des astuces ou si des fois vous avez pu réparer ce qui semble irréparable. Elvire ou C'est vrai, on voit de temps en temps ces lésions-là avec une perte de substance déjà, et en 6 mois, il y a tout le segment postérieur qui a disparu. Et moi, c'est l'abstention thérapeutique. Hein. Je laisse en place et s'il reste du ménisque est stable, bon,
voilà, sinon on le fixe. Et quand il y a une perte de substance comme ça et il y a un gap de plus d'1 centimètre, malheureusement, il n'y a pas de solution, hein. Est-ce que À mon tu sens. discutes dans le futur, pas forcément pendant cette chirurgie-là, mais une allogreffe du ménisque? Non, pas pour une perte de substance seulement segmentaire, en tout cas postérieure. Non. Ah là, oui, c'est une perte de substance complète quand même de la corne postérieure. Oui, Et justement, on voyait le hiatus poplité et il y a encore tout le segment moyen et le segment antérieur. Sauf qu'en fait, une allogreffe, c'est parce qu'on marche tout ce segment moyen. Donc pour moi, sur une perte de substance comme ça segmentaire, je proposerais pas d'allogreffe méniscale. Mais Jean-Marie, t'es aussi d'accord avec ça? Alors moi, je partirais bien entendu pas sur l'allogreffe dans un premier temps. Je ferais comme Elvire, abstention sur le ménisque externe parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais à distance, si vraiment il va pas bien, c'est quelque chose que je discuterais. Ouais. Oui. Ouais. Ok. Donc bon, chez ce patient, moi je me suis dit quand même qu'il y aurait pas avec la translation en appui monopodal, le ménisque interne quand même si on le répare, bien touché et un ménisque externe absent. Je me suis quand même dit que sans l'ostéotomie, j'y croyais pas. J'y crois pas parce que je l'ai examiné. Il y a tellement de laxité. Il y a aussi un énorme ressaut. Il faut savoir que l'absence de ménisque externe, effectivement, il participe, mais la pente participe aussi au ressaut et de manière importante. Donc, j'ai corrigé la pente dans le même temps. Donc là, on n'aura pas le temps de tout redétailler les différentes techniques. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait chez ce patient qui était là. J'ai prélevé un DIDT parce que j'aime pas trop prélever le tendon rotulien en corrigeant la pente. David le fait souvent. Probablement qu'actuellement j'aurais prélevé le tendon quadricipital pour reconstruire ce ligament croisé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en cas de ostéotomie, correction de la pente. Quelle greffe vous auriez fait dans ce cas-là, Elvire? oh, non, là, j'aurais pris les ischios. Avant, on prenait le tendon rotulien pour la fixation au niveau du tibia, mais là, les ischios, pour les suites, ouais, je pense pas que ce soit vraiment le plus important. J'aurais fait les ischios, là, comme toi. Étienne, pour le côté biologie, tu aurais fait aussi un ischio pédiculé comme ici? C'est ce que j'ai Ouais. fait. J'aurais fait pareil. Ouais. Et le fait qu'il fasse du foot, grosse laxité, ça vous change pas votre choix de greffe? Non. Mathieu, Pareil, ischio, ça change pas la greffe. J'aurais fait une ténodèse, moi aussi, mais bon. Thomas aussi, Ouais, moi aussi, ischio jambe pédiculé et un LAL. Jean-Marie aussi. Pas mieux. Voilà, bon là, c'est pas lui en vidéo, mais c'était ça. Bon, c'était les principes que je passe. Et j'ai fait quand même une allogreffe du ménisque externe. J'ai attendu plus de 6 mois. Et j'ai fait une allogreffe pour stabiliser encore plus son genou. Et j'ai pas attendu qu'il ait de plainte ou de lésions dégénératives cartilagineuses. Alors je sais que c'est plutôt les recommandations d'attendre un petit peu, mais je trouve que dans ces cas-là, c'est souvent quand on attend, on perd le patient de vue et finalement les lésions apparaissent malgré tout. Voilà, à discuter. Hein. Je sais pas si Elvire, tu nous as dit que tu n'aurais pas fait d'allogreffe comme ça. Moi, je l'ai programmé assez vite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour la Alors, stabilité? par contre, tu as raison aussi, c'est que je pense que le suivre de près, parce que pour voir pas mal de patients qui viennent après une ménisectomie externe, quelquefois ils arrivent trop tard, ils se perdent déjà sur les choux, et en 6 mois, quelquefois, c'est catastrophique. Donc, je suis d'accord. Là, par contre, il y avait que le segment postérieur qui était atteint, donc je pense pas que ça aurait évolué aussi rapidement. Mais c'est vrai que les Anglo, enfin, en tout cas les Américains, en tout cas c'est sûr, vous proposez l'allogreffe assez rapidement comme toi. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Toi, faut en parler aux patients. Ça, c'est son contrôle. Bah, à l'époque, on mettait à 0. Hein, vous voyez, il y a une translation tibiale postérieure en appui monopodal. Et globalement, il garde un arrêt dur retardé. Mais franchement, un bon résultat. Il avait été revu lors de à 3-4 ans de recul lorsqu'on a publié les premières intentions, les corrections en première intention.
Et bon, pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal en termes de résultats. Bon, faut pas crier victoire, faudra voir dans le futur. Alors, il fait un peu de foot, mais je pense qu'il fait pas non plus grand-chose en termes de. Il est pas très engagé en termes de foot, et je pense qu'il peut quand même se recasser, se croiser à distance, hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un peu sur ce patient-là, c'est que pour moi, c'est vraiment la translation tibiale antérieure en appui monopodal qui a pris et qui a fait la décision, c'est qu'il avait 15 millimètres de translation et que du coup la greffe va être étirée par cette pente et c'est ça qui m'a fait décider de corriger la pente. Et Jim, tu évoquais le cas du récurvatum en post-opératoire, parce que c'est vrai que les patients en préopératoire qui ont du récurvatum ça va pas l'améliorer la correction de la pente. Alors lui, il en avait pas particulièrement, mais ça reste, c'est pas une contre-indication, mais à bien contrôler, je pense, en post-opératoire avec un coussin pour enraidir en flexum. Donc là, pour le coup, moi, personnellement, je leur dis de garder un coussin pendant 45 jours la nuit. Ils dorment avec un genou un petit peu en flexion. Et surtout, le kiné ne va pas chercher cette extension et encore moins l'hyperextension. Ça, c'est interdit. Voilà. Je sais pas comment vous gérez ce récurvatum qui est quand même un facteur de risque important de rupture, Mathieu. Comme tu viens de le dire, hein, en effet. Et là, c'est quand même, c'est bravo, hein, parce que c'est superbe, là, ton dossier. Surtout que tu as quand même corrigé 19 degrés de pente, donc c'est bien, hein, qu'il n'y ait pas de récurvatum. C'est une grosse correction, je dirais. Et ouais, très bien. Non, franchement, il n'avait pas de. On l'a bien enraidi et je pense que ça a permis de contrôler les choses. Alors voilà, bah déjà, merci à tous. On n'a plus vraiment de temps de discussion, mais je pense qu'on a pas mal discuté. J'espère que ça a intéressé pas mal tous les participants. Si vous avez un petit mot pour conclure, c'est maintenant. Mathieu, tu peux commencer si tu veux. Eh bien, merci à tous d'être restés attentifs à ce webinaire. C'était un plaisir pour moi de participer. Merci encore pour l'invitation. Et à bientôt Elvire. pour les prochaines Ouais, webinaires. merci Mathieu. Elvire. Merci pour ces cas cliniques. Et à Merci très à bientôt. toi. Thomas, très bientôt. un petit mot de fin. Merci à tous encore pour l'invitation et puis j'espère que tout le monde viendra aux Journées lyonnaises du genou parce que je pense que c'est la prochaine étape, en tout cas pour l'école lyonnaise, et puis au congrès organisé par les Toulousains. Ah, mais attends, Étienne va nous en parler. Étienne va nous en parler, ça. D'abord, merci pour l'invitation ce soir. Bravo. Quand je te vois tous ces cas, j'ai vraiment pas l'impression de faire le même métier que toi. Je suis vraiment admiratif. Non, je suis sûr que tu fais bien mieux. Viens voir quelques consultations avec moi à Toulouse, tu vois, on se détend beaucoup plus. C'est beaucoup moins de réflexion. Enfin, bravo, c'était très, très enrichissant. Et je vous invite tous pour des cas un peu plus proches de votre pratique quotidienne, notre initiative PCO en juin prochain à Toulouse. On va mettre des patients sur scène, des chirurgiens, on va voir comment les gens font et pas forcément que ceux qui le disent. Voilà. Et merci encore pour l'invitation ce soir, c'était top. Merci beaucoup Étienne. Et on va laisser le mot de la fin à Jean-Marie. Eh ben, un grand merci à tous, un grand merci Étienne de nous avoir amené à une vision un peu plus loin que Rhône-Alpes sur ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et on va continuer sur notre lancée. Le 3e webinaire aura lieu en mars, le 21 mars. Le thème sera le retour au sport, toujours autour du ligament croisé antérieur et un invité VIP qu'on vous fera découvrir un peu plus tard. Merci à tous et bonne soirée. Merci Guillaume pour ces beaux dossiers. Merci à vous, merci à tous.